Aujourd'hui, c'est jeudi et plus comme chaque jeudi, c'est le jour de ma thèse en synthèse. Ma thèse en synthèse, c'est quoi? Si vous n'êtes jamais venu, eh bien c'est une initiative lancée par le Discord du Vortex où nos amis thésards viennent présenter leurs travaux à notre petite tribu de fans de science. Et aujourd'hui, nous avons la chance et l'honneur d'accueillir Fortuna. Comment vas-tu? Bah très bien et toi? Super bien, malgré ces petits déboires techniques. Tu es doctorante en littérature française médiévale et tu travailles sur le théâtre politique francophone de la fin du Moyen Âge. C'est ça. Je vais maintenant lire ta présentation que tu nous as offerte. Alors, cela peut paraître un peu aride comme ça, mais il faut savoir que le théâtre médiéval, c'est un peu le YouTube Game du Moyen-Âge. Toute proportion gardée, bien évidemment. C'est en effet, à ces époques-là, un média de masse qui permet de faire circuler des informations et discours assez rapidement à un très grand nombre de spectateurs peu ou prou érudits. Du coup, l'étude de cet objet te permet de poser un certain nombre de questions extrêmement actuelles autour du théâtre. Qu'est-ce que le théâtre politique? Comment ça fonctionne? Qui joue? Où joue-t-on? Que joue-t-on? Les discours politiques et religieux? Qu'est-ce que ça désigne, le mot politique? Y a-t-il de la propagande au Moyen-Âge? Quels sont les liens entre politique et religion? Et bien évidemment autour de la rhétorique de ces pièces. Que disent les pièces? Comment les discours sont construits? Et comment la mise en scène influe sur ce qui est dit? La partie de ta thèse consiste donc à rassembler, réaffiner et redéfinir des outils permettant d'étudier le théâtre en tant qu'art vivant, bien sûr, mais aussi en tant que média audiovisuel. Et on peut rapidement voir les analogies de fonctionnement entre les programmes télévisuels, les émissions sur Internet et ce théâtre, notamment dans le rapport au spectateur. C'est donc finalement très éclairant pour étudier notre propre rapport à l'image aujourd'hui. Je te laisse la parole et c'est à toi. Eh ben merci beaucoup, écoute. Alors comme ça a été dit dans la présentation, effectivement ma thèse est très large. Ce soir je vais vous présenter surtout l'objet sur lequel je travaille, puisque c'est un objet qui n'est pas très connu et qui, je pense, dans sa présentation en soi est déjà assez intéressant. Alors, j'avais fait une rapide slide, mais on va passer assez vite dessus sur qui je suis. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, je suis doctorante contractuelle en littérature française à l'Université de Grenoble. Vous pouvez voir, donc j'ai une formation assez classique. Hein, donc, j'ai fait un bac, j'ai enchaîné sur une licence de lettres et puis un master de lettres également. C'est au moment de ma licence à l'université de Lille que j'ai découvert le théâtre médiéval lors d'un cours que donnait ma directrice de recherche, enfin celle qui allait devenir ma directrice de recherche, Estelle Doudet. Et en fait, j'ai tellement été frappée par l'actualité des pièces de théâtre dont elle nous parlait, en l'occurrence de la moralité d'argent surtout, dont on parlera dans la soirée, que je me suis dit, il faut impérativement que je bosse là-dessus. Alors du coup, je vais espérer déclencher ce soir aussi quelques vocations peut-être. Mon objet d'étude, celui que je vais vous présenter ce soir, c'est finalement ce théâtre politique du Moyen-Âge. Alors, c'est bien gentil de parler de théâtre politique du Moyen-Âge, mais on va commencer quand même plus doucement par concrètement, qu'est-ce que c'est le théâtre médiéval? Est-ce que ça se mange? Alors, je suis désolée, ça ne se mange pas, j'espère que vous aviez dîné avant cette intervention, mais on a quand même un peu de matière à se mettre sous la dent. Alors, moi, comme je suis littéraire, comme je suis doctorante en littérature, dans ma thèse, j'entre par les textes, parce que c'est finalement les témoignages que nous avons de ces pratiques-là. Et donc, ce que je vois quand je mets le nez un peu dans des manuscrits ou dans des imprimés de la fin du Moyen-Âge, c'est qu'on a un corpus francophone qui est extrêmement fourni. On a un peu plus de 500 pièces, ce qui est absolument énorme. En comparaison, les corpus anglophones, il y a une petite centaine de pièces. Le corpus néerlandophone, c'est à peu près pareil, une centaine de pièces. Donc on a vraiment beaucoup de textes. Et en plus de ce corpus francophone, eh bien, on a aussi tout un ensemble de textes en latin, donc dont je ne parlerai pas ce soir parce que c'est pas l'objet de ma thèse, mais il faut savoir que ça existe aussi. Donc on se retrouve vraiment avec beaucoup de pièces de théâtre. Alors, ces pièces de théâtre, comme je le disais, moi je vais rentrer par les textes, donc quelles sont-elles? Alors je vous en ai présenté une toute petite sélection, un film, mais quand même quelques balises. Donc le premier texte en français que nous ayons et qui soit du théâtre, c'est au XIIe siècle, c'est le jeu d'Adam. Donc c'est une pièce de théâtre qui met en scène l'épisode de la chute biblique, qui met en scène Adam et Ève qui tombent sur le serpent, qui se laissent corrompre et puis qui sont chassés du paradis. Donc c'est ça que ça met en scène. Ensuite, on a, donc ça c'est le seul texte qu'on ait au XIIe siècle, donc voilà, il n'y en a pas d'autres. Ensuite, on a
des textes du XIIIe siècle. Alors la plupart de ceux qu'on a retrouvés par effet de source sont des textes du XIIIe siècle. Parce qu'en fait, on a retrouvé un manuscrit qui contient beaucoup de théâtre à Arras, donc forcément, par effet de source, vu que c'est l'un des seuls manuscrits que nous ayons, c'est aussi les seuls textes que nous ayons, plus ou moins. Donc on a quelques jeux qui sont assez connus, le jeu de Saint-Nicolas qui met en scène un pèlerin partant sur les terres détenues par un califat musulman et qui doit essayer de s'en sortir en terre entre guillemets ennemie, donc c'est un jeu de croisade. On a également le jeu de la feuillée d'Adam de la Halle qui est une succession de scénettes qui ont été créées pour une occasion particulière, c'était les grandes fêtes de la confrérie des bourgeois et des jongleurs d'Arras, donc c'est un spectacle, en fait c'est un spectacle qui est créé par une succession de petites scènes qu'on va jouer à des moments clés de la fête. Donc il y en a certaines qu'on va jouer avant le banquet, il y en a d'autres qu'on va jouer sur la place publique, à certains moments des processions. Enfin voilà, c'est un spectacle un peu en kit. On a aussi le jeu de Robin et Marion qui est un peu plus connu, c'est la première comédie musicale en français, donc qui date du XIIIe siècle, hein, c'est très ancien, qui met en scène en fait une bergère, Marion, qui va réussir à s'échapper un petit peu des rôles types de berger, c'est-à-dire qu'en fait, assez souvent, au Moyen-Âge, on a des petites chansons qui s'appellent des pastourelles et qui mettent en scène une petite bergère qui se promène le long de la forêt, qui va faire paître ses moutons, et puis elle tombe sur un chevalier. Et ce chevalier, alors deux cas de figure possibles, soit il arrive à séduire la bergère et donc ils concluent ensemble parce qu'il a réussi à la séduire, soit il n'arrive pas à la séduire et dans ce cas-là, il la viole. Bon, dans tous les cas, ça finit généralement très mal pour la bergère. Et dans ce jeu de Robin et Marion, justement, Marion arrive à s'en sortir sans céder au chevalier et sans se faire violer. Donc on pourra en reparler aussi si ça vous intéresse, mais c'est une pièce en tout cas qui est très drôle. Alors comme je vous le disais, il y a aussi des textes du XIIIe siècle qui ne sont pas d'Arras, ils sont plus rares. Je vous en ai cité un parce que c'est celui dont on va parler ce soir, c'est le jeu de Pierre de la Brosse, qui met en scène l'histoire, surtout de la fin de la vie d'un chambellan de Philippe III Hardy, le Hardy, donc c'est Pierre de la Brosse. Qui a été condamné au cours d'un procès à huis clos et qui a été exécuté. Et ça a beaucoup vexé le public parisien parce qu'ils aimaient beaucoup ce chambellan. Et du coup, pour calmer les velléités de révolte du peuple, il a fallu faire tout un effort de propagande pour justifier, après coup, du coup, pourquoi on avait tué ce chambellan. Et donc ce jeu en fait partie. Alors le XIVe siècle, c'est une période qui est un petit peu particulière, puisque les plus historiens d'entre vous le savent, il y a la guerre de 100 ans, et il y a aussi, dans la deuxième partie du siècle, des grands épisodes de peste. Donc naturellement, on va dire que c'est pas la période la plus propice aux arts du spectacle, vous vous en doutez. Et donc on a quand même quelques spectacles, mais généralement ils sont très orientés autour de la religion, parce que c'est une période en fait où c'est très compliqué de survivre à cause de la guerre ou à cause de la maladie. Et donc on a vraiment un retour de foi assez important au XIVe siècle, et donc ça se voit dans le théâtre. Par exemple, vous avez les Orfèvres parisiens, donc, qui sont une confrérie, qui jouent chaque année des jeux à la Vierge. On en met une quarantaine de textes, et ces jeux, en fait, c'est autant des prières pour assurer la prospérité de la confrérie que pour assurer finalement un peu de réconfort aux spectateurs qui viennent assister à ces jeux. Alors on a aussi tendance au XIVe siècle à mettre en scène des romans à succès. Alors il y en a deux que je vais vous citer là ce soir. Le premier, c'est l'histoire de Griseldis, qui est mis en scène et donc qui s'appelle l'histoire de Griseldis par personnage. Donc ça, c'est un roman du XIVe siècle qui explique ce que c'est la femme parfaite au XIVe siècle. Alors pour vous faire un peu le pitch, un homme a épousé ce qu'il pense être la femme parfaite, parce qu'elle est gentille, c'est une bonne mère, c'est une bonne épouse, elle est patiente, elle est pieuse, enfin voilà, c'est la femme parfaite médiévale. Et cet homme qui se dit quand même tous les jours qu'il a quand même beaucoup de chance, il va devenir un peu suspicieux en se disant mais elle est trop parfaite, mon épouse, il doit y avoir un truc. Alors,
ce qu'il va décider de faire, sur conseil de ses amis, c'est mettre à l'épreuve son épouse. Et pour ça, eh bien, il va commencer par la priver de ses beaux vêtements, il va ensuite lui retirer la garde de ses enfants, il va la répudier, il va la faire devenir servante dans sa maison, et puis il va finalement lui annoncer son remariage avec une autre femme. Et à chaque fois, Griseldis, cette femme, va se soumettre à la volonté de son époux. Alors à la fin, il se rendra compte du coup que sa femme est vraiment parfaite, et donc il lui dira non non mais ma chérie, c'était un test, voilà, tu es parfaite, c'est bon, reviens, tout va bien, je remets tout comme avant, et puis allons convoler en juste noces. Donc voilà, ça c'est un truc qui a eu beaucoup de succès au Moyen-Âge et qui du coup a eu sa version sur scène. C'est un peu le système d'adaptation comme on peut avoir au cinéma aujourd'hui. Le jeu de pèlerinage de vie humaine, c'est un peu le même genre de success story pour l'ouvrage. Donc le pèlerin de vie humaine de Guillaume de Digulville, c'est un récit allégorique qui raconte le songe d'un moine cistercien. Alors là tout de suite on est sur un versant un peu plus religieux, mais en gros c'est un songe allégorique qui montre à ce moine cistercien comment il peut vivre et cheminer dans sa foi et vivre en accord avec les préceptes de Dieu. Et donc ce jeu de pèlerinage de vie humaine, c'est un jeu qu'on a retrouvé dans un couvent à Liège, qui a été copié par une sœur de ce couvent. On ne sait pas si c'est elle qui l'a écrit, mais en tout cas on sait que c'est elle qui l'a copié, et qui en fait adapte une petite partie du jeu de pèlerin de vie humaine. Et enfin, on arrive à mon siècle préféré, qui est mon préféré pour deux raisons. La première raison, c'est parce que je travaille dessus. Et puis la deuxième raison, c'est parce que c'est aussi à cette période-là qu'on a le plus grand nombre de textes. C'est ce qu'on appelle le siècle d'or du théâtre médiéval. Donc c'est fin 15e, début 16e. C'est une période en fait un peu entre deux guerres, puisque vous avez d'un côté la guerre de 100 ans et de l'autre côté les guerres de religion. Et c'est la période où on a retrouvé plus de 400 textes. Donc c'est vraiment une grande somme documentaire. Et en fait, moi je vous parle des textes parce que c'est mes objets d'étude directement, mais il faut savoir qu'à côté de ça, on a aussi tout un ensemble de traces autres qui documentent cette fois-ci non plus forcément le texte, mais la représentation de théâtre. Et donc ces documents-là, c'est des documents d'archives, donc des documents judiciaires, quand il y a eu des problèmes ou quand il a fallu demander des autorisations pour jouer, des documents comptables, des comptes rendus de pièces, des contrats d'acteurs ou de directeurs de troupes, et puis des objets aussi pour la vie théâtrale. Donc on a pu retrouver par exemple des accessoires ou des mentions d'accessoires dans certains documents d'archives, et on a pu aussi retrouver, chose assez exceptionnelle, ce qu'on appelle des rôles. C'est des petits livrets sur lesquels vous avez le texte d'un seul acteur, donc c'est vraiment quelque chose qui sert à l'apprentissage de la pièce pour une personne. Et vous avez comme ça un rôle qui est copié par personnage en fait, et qui circule entre les acteurs pour leur permettre d'apprendre leur texte. Alors, comme je vous le disais, moi je travaille sur le théâtre en français. Alors, c'est important de le préciser parce que la France, au Moyen-Âge, c'est pas du tout la France aujourd'hui. Déjà, la France, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est le royaume de France, qui ne comprend donc pas du tout tous les territoires francophones. Et donc, si vous ne travaillez que sur le royaume de France, ça va quand même bien diviser votre masse documentaire. Donc, c'est pour ça que moi, je travaille sur le royaume de France, le duché de Bourgogne, le duché de Bretagne, la cour d'Angleterre, puisque depuis Guillaume le Conquérant, eh bien, la cour d'Angleterre est francophone en grande partie. La Confédération suisse, qui contient un ensemble de villes francophones, bon, un ensemble germanophone aussi, mais il y a quand même une bonne production francophone en Suisse. Et puis bien sûr, les Pays-Bas bourguignons, donc c'est tout cet espace au nord de Paris, du côté d'Arras, Lille, et puis bien sûr la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas du Sud. Alors, un truc sur lequel il faut insister, c'est la situation particulière de la francophonie au Moyen-Âge. C'est quelque chose qui peut paraître un peu exotique aujourd'hui, mais au Moyen-Âge, la langue de pouvoir et la langue de culture, c'est le français. Alors vous avez le latin qui est la langue de science, mais tout ce qui est culturel et tout ce qui relève du pouvoir, eh bien on va le faire en français. Par exemple, la langue administrative de la cour d'Angleterre a été le français pendant très longtemps, jusqu'au XVIe siècle. Il y a deux raisons il y a deux effets qui sont liés, mais la raison principale de cette grande influence de la francophonie, c'est tout simplement une importance démographique. C'est-à-dire que les régions francophones sont aussi des régions extrêmement peuplées.
et généralement vous avez 10 à 20 fois la population que vous avez dans d'autres régions qui parlent d'autres langues. Donc tout simplement par effet de masse, vous allez avoir beaucoup de locuteurs et donc naturellement une grande importance de cette langue. Donc il faut garder ça en tête quand on parle du théâtre francophone, parce que vous avez parfois des pièces qui viennent de lieux auxquels on ne s'attendrait pas, ou alors on retrouve parfois des manuscrits en français dans des lieux auxquels on ne s'attendrait pas, comme la cour de Russie par exemple, et en fait ça s'explique par cette importance-là de la langue française. Alors bon, c'est bien gentil, mais concrètement, le théâtre, qu'est-ce que c'est ? Alors vous avez un petit peu d'étymologie grecque sous le nez, donc le théâtre ça vient de théatron, et ça désigne initialement un lieu architectural. C'est le lieu d'où on voit le spectacle. Alors par glissement, ça va se mettre à désigner le spectacle qu'on va aller y voir, et puis par dernier glissement, ça va aussi se mettre à désigner le texte de la représentation qu'on est allé voir. C'est assez important de le souligner, cette évolution-là, parce que ça c'est l'évolution du mot grec. On a exactement la même évolution en français. C'est-à-dire qu'au moment où on va importer le mot théâtre dans la langue française au XIVe siècle, donc sous l'impulsion de Nicole Orem qui fait une traduction de la poétique d'Aristote et puis qui traduit le mot par théâtre, qui invente le mot, on va avoir d'abord ce mot qui va désigner un lieu architectural de la Grèce antique. Lorsqu'on va créer des salles de spectacle réservées à la représentation au XVIe siècle, on va les appeler théâtres. Et ensuite, par glissement, on va appeler les pièces de théâtre qu'on va voir du théâtre, et on va aussi appeler les textes du théâtre. Donc on a exactement en fait la même évolution, donc ça c'est assez intéressant à voir pour le coup. Alors vous allez me dire, c'est bien mignon tout ça, mais qu'est-ce qu'on joue concrètement ? Alors concrètement, on joue tout ce qu'il y a sur cette liste-là, que je vais commenter avec vous. Donc tout d'abord, on joue des jeux. Alors le mot jeu, c'est une expression neutre qui va désigner le théâtre. Donc l'expression consacrée, c'est jeu par personnage. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait de l'histoire de Grisaldis, je vous disais, son adaptation pour la scène, c'est l'histoire de Grisaldis par personnage. Ça veut dire, attention, c'est du théâtre. Et cette expression-là de jeu ou de jeu par personnage, on va la retrouver tout au long du Moyen-Âge. Mais à partir de la fin du XIVe siècle, il y a d'autres mots qui vont apparaître. Alors ces mots, vous en connaissez peut-être certains, notamment les farces, parce que au programme de 5e dans les collèges, vous avez la farce de Maître Patelin, qui figure encore au programme, donc vous avez peut-être eu la chance de tomber sur ce texte-là. Donc voilà, vous avez ces pièces de théâtre-là, donc ces farces qui sont... alors je vais y aller très très rapidement, mais c'est juste pour que vous sachiez de quoi on va parler ensuite. Donc vous avez ces farces qui sont des pièces courtes. Alors elles sont souvent comiques, mais c'est pas systématique, elles peuvent être aussi un peu plus neutres en termes du ton, mais ce qui est important, c'est que c'est des pièces courtes dont on va pouvoir farcir d'autres spectacles. Donc c'est vraiment ça le premier sens de farce, c'est cette idée presque culinaire en fait, de mettre un petit spectacle court, un peu plus léger, dans un spectacle de plus grande ampleur. Alors ces spectacles de plus grande ampleur, c'est généralement les mystères, donc en 4e ligne, c'est des grands spectacles urbains. C'est vraiment du grand show, donc il y a de la pyrotechnie, il y a des machines, il y a des décors, il y a 200 personnes en scène, il peut y avoir jusqu'à 20 journées de représentation, enfin c'est vraiment énorme. Et c'est des énormes célébrations urbaines qu'on va mettre en place pour montrer le pouvoir financier et culturel d'une ville. Donc par exemple, les grands mystères de la Passion qui sont mis en scène, il y a par exemple la Passion d'Arras, vous voyez, il y a beaucoup de théâtre à Arras, c'est des choses qui vont rayonner vraiment, que les gens auront généralement l'occasion de voir qu'une seule fois dans leur vie, parce que, comme vous en doutez, un tel spectacle, ça coûte extrêmement cher. On a coutume de dire, et c'est assez proche en fait de la réalité quand on regarde les livres de contes des villes, qu'un mystère endette une ville sur à peu près 50 ans. Donc en gros, si vous avez de la chance, vous en voyez un quand vous êtes bébé et un quand vous êtes vieux, mais sinon, vous en voyez un dans votre vie, quoi. Alors, outre ces grands spectacles qui mettent en scène l'histoire, alors c'est l'histoire au sens large, donc ça peut être l'Antiquité, ça peut être la Bible, qui est perçue comme quelque chose qui s'est vraiment passé au Moyen-Âge, ou ça peut être l'histoire contemporaine, comme par exemple à Orléans, à la suite du siège qui a vu Jeanne d'Arc sauver la ville, on a un mystère du siège d'Orléans qui va être joué de façon rituelle pour commémorer ces batailles-là et le siège de la ville. Donc c'est vraiment quelque chose qui met en scène l'histoire de façon très très large et qui a un grand retentissement culturel.
Donc à part ces mystères-là, eh bien, vous avez aussi des moralités, qui sont des pièces un petit peu plus courtes, qui mettent en scène des personnages allégoriques, donc c'est-à-dire des personnages qui incarnent des grandes idées, et qui ont un caractère souvent assez pédagogique, assez didactique, pour transmettre notamment des valeurs morales ou des notions de vivre ensemble. Enfin, c'est vraiment des pièces qui sont à caractère didactique. Vous avez aussi des sautilles. Alors, c'est des pièces qui sont un peu à la frontière du théâtre parce qu'on est sur du commentaire d'actualité. Et comme on ne peut pas commenter l'actualité trop directement pour éviter d'avoir des ennuis juridiques avec les pouvoirs en place, notamment, eh ben, on va faire commenter cette actualité par des personnages qui sont des sots, des fous, en fait. Alors, le sot, c'est un personnage qui est niais, qui est simple, qui n'est pas forcément fou, qui n'est pas forcément déraisonnable, mais qui va être naïf, en fait. Et qui du coup va poser, entre guillemets, les mauvaises questions. Alors, vous avez ensuite deux corpus qui sont beaucoup plus restreints. En fait, on n'en a pas retrouvé énormément, mais on sait que ça existe en nombre assez large grâce aux sources documentaires, aux sources des archives, mais on a très peu d'exemples en fait de textes qui nous soient parvenus. Vous avez les bergeries, qui sont un spectacle très particulier et très intéressant. C'est en fait, on met en scène des bergers. Et ces bergers vont parler du temps présent. Et ils vont généralement dire que tout va mal, naturellement, parce que sinon c'est pas drôle. Puisque tout va mal, eh bien, il faut que quelqu'un nous vienne en aide. Et cette personne qui vient en aide, coup de chance, c'est justement le grand personnage, alors ça peut être un prince, ça peut être un roi, ça peut être un duc, enfin un personnage important, qui vient d'arriver en ville, et devant lequel on va jouer cette pièce de théâtre-là. Parce que les bergeries, le monde pastoral, c'est quelque chose qui est très à la mode à la cour, donc ça va lui faire plaisir. Et puis nous, on va en profiter pour passer un petit message ou deux sur le temps présent. Et puis, c'est l'occasion de se faire entendre des élites. Les histoires romaines, quant à elles, c'est un théâtre qui a été joué spécifiquement à Lille, au cours des grandes processions de Lille. Ça met en scène en fait l'antiquité romaine, donc notamment des rois, des empereurs, des grands dirigeants. Donc généralement c'est tiré des historiens romains dont on a extrait dans leurs textes des petites histoires et puis on les met en scène. Et le but c'est de montrer justement le lien entre gouverner et gouvernant. Et donc l'idée, le sous-texte de ces pièces-là, c'est alors vous les gouvernez, il faut que vous fassiez confiance aux gouvernants. Et puis vous, le gouvernement, par contre, vu qu'on vous fait confiance, eh ben, vous avez des responsabilités, donc ça serait bien d'arrêter de déconner. Donc c'est des pièces qui ont comme ça un message un peu ambivalent et qui visent en fait une sorte de concorde sociale. Donc pour le coup, c'est assez intéressant à étudier, surtout quand on étudie le théâtre politique. Et justement, puisqu'on parle de théâtre politique, eh bien c'est quoi? Alors, vous l'avez vu, il n'y a pas de genre littéraire théâtre politique. En fait, l'expression théâtre politique, c'est une notion qui est construite, alors notamment à partir de Brecht, mais c'est pas du tout un genre littéraire à part entière, et surtout pas au Moyen-Âge. Il faut en fait, déjà quand on parle de théâtre politique, distinguer deux notions de politique. Alors d'un côté, le politique, c'est-à-dire tout ce qui va concerner le vivre ensemble, une société. Donc c'est vraiment les affaires sociales, c'est les procès en cours dans la ville, c'est les relations entre personnes, c'est vraiment ce qui concerne la police, c'est-à-dire la cité. Et à l'inverse, on a la politique qui, elle, va désigner les affaires gouvernementales. Et donc là, on est bien d'accord que ça concerne, un groupe de personnes beaucoup plus minoritaires. Donc quand on parle de théâtre politique, en réalité, eh bien, selon l'endroit où on place le curseur, on ne va pas parler des mêmes pièces. Puisque si on parle des affaires sociales, eh bien, on va pouvoir parler par exemple de pièces contre la fausse monnaie à Avignon, alors que si on parle uniquement des affaires gouvernementales, eh bien, on va plutôt se concentrer sur des jeux comme celui de Pierre de la Brosse, qui parle justement de l'exécution de ce haut représentant du gouvernement. Et le théâtre politique, alors qu'on va appeler politique avec des gros guillemets du coup, peut prendre aussi plusieurs formes, et c'est surtout visible dans le corpus francophone, ce qui nous laisse à croire que les Français sont un peu plus râleurs que la moyenne. C'est en tout cas la conclusion à laquelle on arrive en tant que médiéviste, c'est que dans les corpus français, on a bien sûr des textes qui vont être dits de propagande, c'est-à-dire qu'ils vont propager l'idée commandée par une élite ou commandée par un groupe. Donc ça peut être de la propagande religieuse, ça peut être de la propagande politique, mais on va aussi avoir énormément de textes polémiques et satiriques.
Alors, c'est toujours très étonnant quand on connaît pas bien le Moyen-Âge, parce qu'on va avoir tendance à se dire, mais attends, au Moyen-Âge, il n'y avait pas de la censure. Alors, si, il y en avait, bien sûr, ce qui oblige parfois à crypter un peu le discours. Vous l'avez vu avec les sottis, eh ben, on va mettre dans la bouche de personnages qui sont naïfs, qui sont sots, qui sont un peu benets, des discours qui en fait sont pas du tout sots. Mais ce contre-discours, ce discours contre les discours officiels existe complètement au Moyen-Âge. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse surtout dans le théâtre politique, donc encore une fois avec des gros guillemets, c'est en fait les effets politiques au sein d'autres pièces. Parce que quand on essaie de séparer un théâtre qui serait politique par essence ou un théâtre qui a des effets politiques, et bien en fait, on n'y arrive pas. Alors, du coup, concrètement, comment est-ce qu'on peut reconnaître des effets politiques ou des textes politiques dans tous mes corpus, dans tous mes machins? Alors, tout d'abord, il peut y avoir des personnages qui vont être politiques dans le sens où ils vont porter des discours politiques, mais dans le cas d'allégorie, ça peut être aussi des personnages qui sont politiques parce qu'ils incarnent des idées politiques. Comme je disais, les bergers servent de support aussi à des discours généralement politiques, gouvernementaux. On peut avoir les sots, dont je parlais aussi, et puis on peut avoir parfois, comme c'est le cas dans le jeu de Pierre Delabrosse, mais pas seulement, des personnages réels qui vont être mis en scène, alors soit avec un léger masque, soit carrément avec le nom. Et en fait, eh bien, du coup, on va pouvoir jouer sur ces personnages-là pour faire naître des significations politiques. De la même façon, on va avoir au Moyen-Âge des lieux de jeu qui vont être choisis pour rendre certains sens plus importants dans les pièces. Parce que, comme vous le savez, le mot théâtre, ça désigne un lieu de jeu initialement. Et la raison pour laquelle on ne parle pas de théâtre au Moyen-Âge, ou en tout cas pour laquelle on ne mentionne pas les pièces comme étant du théâtre, c'est qu'au Moyen-Âge, il n'y a pas de lieu dédié à la représentation. Concrètement, on peut jouer partout. On peut jouer en ville, à la campagne. Alors, le théâtre, c'est plutôt une manifestation urbaine, mais ça ne veut pas dire que dans les coins les plus reculés, il n'y ait pas de théâtre. C'est juste qu'il y a un délai de réception, quoi, si je puis dire. C'est-à-dire que les troupes, il faut le temps qu'elles fassent la route jusque dans les zones les plus perdues. Mais quand on est en ville, eh bien, on peut très bien jouer dans les cimetières, sur la place publique, sur les places du marché, devant des institutions, par exemple devant des parlements, dans des collèges aussi, dans des lieux d'instruction. Enfin, vraiment, on peut jouer partout. Et en fait, lorsque vous avez des grandes manifestations urbaines comme les mystères, eh bien, généralement, c'est accompagné de grandes processions, d'un marché. Donc vraiment, toute la ville est monopolisée par le jeu théâtral et par le jeu et le spectacle de façon générale. Alors ensuite, ce qui peut être politique, ça peut être des échos à l'actualité. Donc ça peut être des pièces qui vont commenter l'actualité, qui vont promouvoir, contester des idées, des décisions politiques. Donc ça, c'est finalement assez proche de l'image qu'on se fait du théâtre politique, c'est un théâtre qui réagit, en fait. Alors qui est soit un véhicule d'une idée commandée en haut lieu, soit au contraire qui va être un théâtre plutôt de polémique ou de satire. Et enfin, ce qui peut rendre politique un spectacle, et dans ce cas-là c'est toujours un petit peu difficile à évaluer pour nous, ça va être les circonstances de jeu, c'est-à-dire les circonstances qui vont entourer la représentation. Alors, ça peut être des circonstances historiques, donc par exemple, eh bien, il s'est passé quelque chose en ville, et une pièce qui avant était jouée sans aucun problème va devoir être un peu modifiée parce qu'en fait la pièce, par effet d'écho, rappelle à tout le monde la crise qu'il y a en ville en ce moment et c'est complètement intolérable, ça va virer au pugilat. Alors c'est quelque chose qui arrive beaucoup avec les pièces religieuses pendant les guerres de religion, forcément, on va en parler d'ailleurs. Mais ça peut être aussi l'environnement spectaculaire du jeu, c'est-à-dire que par exemple, si vous jouez une pièce de théâtre après une autre pièce de théâtre, il va y avoir des phénomènes d'écho, et parfois, avec ces phénomènes d'écho-là, vous pouvez construire un discours politique parfois assez virulent. Alors, tout ça, c'était la théorie. Maintenant, voilà, après avoir parlé pendant 26 minutes de théorie, on va pouvoir passer un peu à la pratique et mettre les mains dans tous ces textes médiévaux. Alors, on va commencer par les personnages, parce que c'est le cas sans doute le plus facile à voir. On a des pièces de théâtre qui vont mettre explicitement en scène les états de la société féodale. Donc on a par exemple cette moralité des 3 états qui met en scène clergé, labour et chevalerie. Donc si vous vous souvenez un peu de vos cours de collège, vous savez que dans la société médiévale féodale, en gros, en très très gros,
il y a 3 états de la société. Donc vous avez la noblesse tout en haut, qui est ici incarnée par Chevalerie. Vous avez le clergé, qui est aussi en fait un peu en haut de la pyramide, qui est ici incarné par clergé. Et vous avez ensuite ce qu'on appelle le tiers état, c'est-à-dire tout le reste, qui est ici incarné par Labour. Alors dans cette pièce de théâtre-là, Labour se plaint beaucoup parce que il travaille tous les jours, naturellement, et en plus, il doit filer des impôts à clergé et à chevalerie. Alors du coup, il bosse et en plus, il ne récupère même pas le fruit de son labeur. Et lorsqu'il va voir chevalerie qui lui prélève son impôt, mais qui est en échange censé le protéger, et il se rend bien compte que Chevalerie en fait n'arrive pas à le protéger des brigands et que il se fait en plus détrousser. Et puis le clergé, il lui prélève un impôt au prétexte de prier pour son âme, mais bon, le Labour, il trouve ça bien mignon, mais concrètement, il préférait pouvoir alimenter sa famille, quoi. Donc ça, c'est une moralité où clairement vous avez la chose politique, les discours politiques qu'on peut entendre, qui sont mis vraiment directement sur des allégories. Alors, pour vous spoiler du coup la fin de la pièce, ça se résout parce que tout le monde met de l'eau dans son vin, mais bon, quand même, Labour, il trouve qu'il était le seul autorisé à râler. En fait, cette pièce, c'est un festival de mauvaise foi, donc c'est assez magnifique. Vous avez ensuite des pièces de théâtre qui ont déjà un petit fond politique. Je vous parlais des bergeries et des bergers qui permettent de mettre en scène les affaires des princes et puis de se plaindre auprès de puissants. Donc c'est le cas de la bergerie des bergers qui gardent l'agneau de France. Mais en plus, vous avez là une surcouche politique, c'est-à-dire qu'on va mettre en scène un élément particulier qui est les réserves qu'on a quant à la régence d'Anne de Beaujeu. Alors c'est-à-dire que Charles VIII, quand son père meurt, est un petit peu jeune pour prendre le trône, parce qu'il a que 13 ans, et du coup on confie la régence à sa sœur aînée, Anne de Beaujeu. Le truc c'est que Anne de Beaujeu, elle n'a pas forcément le vent en poupe, on se méfie un petit peu d'elle, et puis surtout on trouve qu'elle est très très mal conseillée. Alors du coup dans cette bergerie-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre sur scène un petit agneau, ou quelque chose qui représente un petit agneau, et il y a 3 bergers qui incarnent la population du royaume de France, qui vont protéger cet agneau. Donc en fait, on protège le dauphin. Et de quoi le protège-t-on, le dauphin? Et là, on va le protéger de Dame Pique, qui est en fait une incarnation d'Anne de Beaujeu. Dame Pique, c'est quelqu'un qui a l'air tout à fait charmant au début, mais qui en fait a le corps hérissé de piques, et donc dès qu'elle approche de quelqu'un, elle le blesse. Donc naturellement, il faut protéger l'agneau. Et le problème, c'est qu'à la toute fin de la pièce, on se rend compte qu'on est incapable de se débarrasser de Dame Pique. Et un personnage qui est appelé pour essayer de se débarrasser d'elle, qui s'appelle Remède, s'avoue vaincu et dit « je suis désolé, il va falloir faire avec ». Et donc, le peuple parisien doit faire avec la régente. Alors ça, c'était quand on crypte un petit peu le discours. Alors vous voyez, Dame Pique, c'est un peu transparent quand même, mais là, voilà, on essaie de crypter le discours. Mais il y a des pièces dans lesquelles on ne va pas du tout crypter le discours, et le but, ça va justement être d'être extrêmement limpide, d'être sans équivoque. Alors, je vais commencer par le dernier, du coup, le jeu de Pierre de la Brosse, dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. Il y a eu ce procès à huis clos de Pierre de la Brosse, et Pierre de la Brosse est finalement exécuté. Alors, ça provoque la colère populaire absolument folle, et du coup, on va devoir faire quelque chose, faut faire un plan de com pour rattraper le truc, quoi. Et donc, en 1278, donc vraiment juste après le procès, on va faire ce jeu de Pierre de la Brosse qui met en scène le procès tel qu'il se serait, alors avec des gros guillemets, passé. Alors en fait, c'est un procès allégorique, donc c'est-à-dire que les juges, c'est des personnages comme justice, vertu, sagesse, enfin voilà. Vous avez en face un seul personnage qui n'est pas une allégorie, c'est Pierre de la Brosse. Donc vous avez Pierre de la Brosse sur scène. Et en fait, au début, Pierre de la Brosse, il a l'air tout beau, tout gentil, et on comprend pas pourquoi on l'a exécuté. Et en fait, au fur et à mesure que les allégories apportent des preuves et des discours à charge contre Pierre de la Brosse, on va se rendre compte qu'en fait, ce personnage-là, il n'est pas tout beau, tout lisse. Et donc, c'est ce qui va justifier finalement son exécution. À la fin, il est quasiment démoniaque, quoi. Donc voilà, c'est un plan de com comme un autre pour justifier l'exécution de quelqu'un. Et la dernière pièce qui est assez intéressante, parce qu'elle fonctionne un peu sur le même principe que Pierre de la Brosse, mais pour un but contraire, c'est la farce de Patointe. Alors, elle a été mise en scène en 1492 par les écoliers de l'université de Caen, et notamment par Pierre de Lénaudry, qui allait devenir ensuite recteur de cette université, donc qui était très investi pour l'université. Et tout vient d'une affaire d'argent, comme souvent. Alors l'université, pendant très longtemps, a été rattachée à la couronne anglaise et elle était exempte d'impôts. Alors naturellement, lorsque le roi décide en 1492 que l'université de Caen va devoir payer des impôts, vous vous doutez bien que ça fait un tollé monumental.
Donc il faut essayer de trouver un truc pour ne pas payer d'impôts. Et pour ça, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir le bailli royal, donc le représentant du roi dans la ville, qui est Girard Buriot, et on va lui mettre la pression. Et pour lui mettre la pression, eh bien, on va représenter cette farce de patointe. Alors, patointe, ça veut dire pâte graissée. Donc, graisser la pâte, c'est une expression qui existe toujours. Hein. Donc, en fait, il est accusé de corruption, ce cher Girard Buriot. Et on va jouer ça dans sa maison, devant lui. Alors, vous vous doutez bien de l'effet bœuf que ça peut faire quand vous êtes ridiculisé sur scène, devant vous, dans votre maison. Hein, sachant que les gars sont rentrés dans la maison par effraction, hein, donc vous imaginez bien en plus le coup de pression. Et ce coup de pression fonctionne, puisque l'université de Caen va être à nouveau exempte d'impôts. Vous voyez, le théâtre, ça peut avoir des actions très directes et très violentes. Alors ça, c'était pour les personnages, mais on peut aussi avoir des contextes de spectacle politique. C'est-à-dire, vous avez plusieurs pièces qui se combinent pour faire un message politique. Alors c'est le cas du jeu des Princes des Sceaux et de Mersotte qui a été commandé à Pierre Gringor par le roi Louis XII. Alors à cette époque-là, donc c'est en 1512, Pierre Gringor est auteur pour la couronne, il est aussi directeur de troupe et acteur. Alors il ne fait pas uniquement de la propagande entre guillemets pour la couronne, hein, il fait aussi des pièces indépendantes, il a aussi son petit groupe d'acteurs, mais il travaille assez souvent pour la couronne française. Et donc il a notamment cette pièce de commande du jeu des Princes des Sceaux et de Mersotte, qui est un spectacle en 3 volets, donc il y a 3 pièces de théâtre différentes, qui va servir à justifier les campagnes italiennes de Louis XII contre le pape Jules II. Parce que vous comprenez bien, quand un roi qui est représentant sur terre de Dieu, enfin qui est roi par droit divin, quoi, quand ce roi en question, donc qui est censé avoir la bénédiction de Dieu, rentre en guerre contre un pape qui lui-même est censé être le représentant de Dieu sur terre, bon, ça pique un peu, quoi. Symboliquement, c'est un peu dur à avaler pour la population, surtout au XVIe siècle, il y a des vraies questions de guerre de religion, enfin, disons, la réforme commence tout doucement à montrer le bout de son nez, donc c'est une période qui est un peu tendue sur les questions religieuses, et donc, forcément, un roi qui rentre en guerre contre un pape, et le pape, du coup, qui le menace d'excommunication, c'est quand même assez violent, quoi, symboliquement. Alors, du coup, ce jeu des Princes des Sceaux est composé d'une sottise, d'une moralité et d'une farce. Donc, vous avez d'abord la sottise du Prince des Sceaux, qui met en scène le pape, Jules II. Alors, il montre que c'est un pape qui est instable, qui est belliqueux, qui est lunatique, et qui, en plus, est entouré d'extrêmement mauvais conseillers. Donc, il n'a rien pour lui, le pauvre. Et donc, voilà, ce prince des Sceaux, c'est le pape, et la cour des Sceaux, c'est ses conseillers. Alors, ce qui met un peu le feu aux poudres sur cette pièce de théâtre-là, c'est que l'excommunication de Louis XII est mentionnée en filigrane au début, donc c'est une des raisons pour lesquelles le pape est sot, c'est parce qu'il veut excommunier le roi, quoi, donc c'est horrible. Parce que bon, vous comprenez, ce pauvre Louis XII, il a eu la faiblesse de divorcer, quoi, donc voilà, bon bref. Le rapport au divorce est toujours un peu compliqué à cette époque-là. Alors ensuite, une fois que vous avez bien les images de cette sottise-là en tête, eh bien vous allez avoir un deuxième spectacle qui est une moralité. C'est la moralité de l'homme obstiné. Alors cette fois-ci, l'homme obstiné, c'est Louis XII. C'est le roi très chrétien. Et il est obstiné parce qu'il tient bon, en fait, contre la pression exercée sur lui par Jules II. Donc il ne cède pas aux menaces. Donc voilà, c'est hyper valorisant pour Louis XII. Et enfin, en conclusion de tout ça, vous avez une farce. Alors c'est une petite pièce comique qui met en scène une histoire d'adultère. Une femme qui trompe son mari avec 2 valets qui s'appellent Faire et Dire. Alors, la plupart des critiques se sont dit, mais c'est quand même super bizarre de terminer sur cette farce qui a l'air de rien avoir à faire avec le contexte. Et donc, assez souvent, dans les premières éditions du texte, on a eu tendance à éditer ensemble la sottise, la moralité, et à rejeter la farce complètement dans des recueils spécialisés, mais très très loin de ce spectacle. Or, cette farce se conclut par une petite morale qui est tenue par la femme et qui dit que quand même, maintenant qu'elle a pu comparer ses 2 amants, elle préfère faire que dire. Alors bien sûr, vous avez un équivoque grivois tout à fait transparent, mais c'est aussi qu'elle préfère faire la guerre au pape Jules II que de dire qu'il faut faire la guerre au pape de Jules II. Donc c'est vraiment un appel à la guerre quand elle est lue à la suite de ces autres pièces de théâtre-là. Mais bien sûr, pour ça, il faut garder la cohérence du spectacle. Alors, parfois, comme je disais, le contexte peut rendre politique du théâtre qui n'était peut-être pas senti au début comme politique.
Alors, c'est le cas des bergeries, comme j'en ai parlé. Bien sûr, ça parle des affaires des princes, mais ça pourrait rester très superficiel. Mais la raison, à mon sens, pour laquelle ce théâtre-là peut être appelé vraiment un théâtre politique, c'est que ces histoires de bergers, eh bien, ça correspond à un cas de figure qui a été posé par Michel Foucault dans sa conférence Des espaces autres, qui est celui de l'hétérotopie. Alors, l'hétérotopie, c'est hétéro, autre, topie, topos, un monde, donc un endroit autre. Alors, ce sont ces situations particulières qui existent dans la vie réelle. Donc, par exemple, les bergers, ça existe au Moyen-Âge. Si on prend une comparaison contemporaine, la prison, ça existe. Mais c'est des espaces qui ne sont pas majoritaires. Donc, les bergers, tout le monde n'est pas berger au Moyen-Âge. La prison, heureusement, tout le monde n'est pas en prison. Mais n'empêche que ces espaces-là sont des espaces réels. Et comme ce sont des espaces minoritaires sur lesquels il y a un certain nombre de fantasmes qui circulent, eh bien, on peut s'en servir comme support de discours pour des discours qui, là, eux, par contre, vont se généraliser. Et c'est en fait exactement comme ça que fonctionnent les bergeries. Vous avez ce monde des bergers complètement fantasmé qui va servir de discours à des événements complètement contemporains. On parlait d'Anne de Beaujeu, par exemple, tout à l'heure. C'est totalement dans cette lignée-là. Alors on a aussi parfois des spectacles qui de base n'étaient pas spécialement politiques, mais qui peuvent le devenir. Alors pour ça, on a un cas de procès qui est assez intéressant. Donc là, on arrive dans les procès un peu amusants, entre guillemets. C'est le cas des farceurs de Dijon. Alors en 1447, donc à la fin de la guerre de Cent Ans, on a à Dijon la volonté pour réconforter un peu le peuple après toutes ces guerres, toutes ces maladies, et puis la situation qui est quand même encore un petit peu difficile, puisque, comme vous le savez sans doute, le duché de Bourgogne et le royaume de France ont été ennemis pendant la guerre de Cent Ans, parce que le duché de Bourgogne avait plutôt soutenu la couronne anglaise à un moment. Donc les relations sont un peu tendues, donc il faut se détendre, quoi. Il faut donner du pain et des jeux à la population. Donc on va jouer le grand mystère de Saint-Éloi, qui est le saint patron de la ville, devant tout le monde. Et dedans, pour s'amuser, comme on le fait souvent, on va insérer des petites farces qui appartiennent en fait au répertoire commun que tout le monde connaît. Donc c'est des petits spectacles qui sont assez courts, ça dure 15 minutes, et puis qui permettent de faire une petite pause entre les scènes particulièrement intenses, particulièrement dramatiques, comme ça permet de maintenir un peu l'attention du spectateur. Et dans une de ces farces-là, on va mentionner des estriveurs. Alors les estriveurs, ça veut dire les écorcheurs, et donc c'est une référence directe à une compagnie franche, donc c'est-à-dire une compagnie de mercenaires qui avait été employée pour la guerre de Cent Ans, mais qui a été libérée de ses obligations parce qu'on n'avait plus besoin d'eux et qu'on n'avait plus de quoi les payer, et qui du coup, pour survivre, se sont déclarés brigands, si vous voulez. Donc ils tuent des gens, comme ils s'appellent les écorcheurs, vous vous doutez bien de ce qu'ils font subir à leurs victimes. Ils rackettent les marchands, enfin voilà, c'est terrible, toute la ville est terrorisée par les écorcheurs. Et donc, quand on mentionne les estriveurs dans cette petite farce, alors que dans cette farce-là, normalement, le mot estriveur, il n'était pas du tout, c'est un ajout, alors on ne sait pas de qui, mais c'est un ajout. Quand on mentionne les estriveurs, tout de suite, crispation de la cour de Bourgogne, qui assiste au spectacle, parce que ça les renvoie d'une part à leur incapacité à arrêter cette bande, et d'autre part, ça les renvoie aussi au fait que le royaume de France, qui est lui-même débordé par ses propres compagnies franches qui sèment la désolation un peu partout dans le royaume, a gentiment dit au duché de Bourgogne d'aller se faire cuire un œuf pour avoir des troupes supplémentaires pour lutter contre les estriveurs, parce qu'eux-mêmes avaient d'autres chats à fouetter. Alors du coup, comme le duché de Bourgogne et le royaume de France viennent juste de se réconcilier, de signer un traité de paix, forcément c'est le flip absolu, on arrête la représentation, de peur de vexer le nouvel allié qu'on a et que les guerres reprennent, quoi. Alors du coup il va y avoir un procès pour ces farceurs de Dijon, et on va arriver à la conclusion d'un non-lieu, parce que la défense des acteurs, ça va être de nous, déjà d'une part, on pensait pas mal faire, et puis surtout, on est responsable de ce qu'on dit, mais on n'est pas du tout responsable de ce que vous comprenez. Et nous, on voulait pas du tout en parler des écorcheurs. Alors, c'est un peu de la mauvaise foi, on s'en doute bien, mais voilà, c'est la ligne de défense qui est abordée, et ça montre que le politique, ça peut être vraiment des effets de lecture. Alors, vous avez également, puisque j'avais promis un bûcher à l'un d'entre vous tout à l'heure sur le chat, on va y arriver, vous avez également des cas où vraiment ça tourne mal, et c'est le cas de la vérité cachée, à nouveau.
en 1563, et c'est d'ailleurs, je pense, là-dessus que je vais conclure mon intervention. En 1563, donc à l'époque où on n'est plus seulement sur des tensions liées à la réforme, mais on est vraiment sur de la guerre de religion, hein. On a les catholiques, les protestants, et ça se met sur la tête un peu partout dans le territoire. On va jouer à nouveau, donc ville des Pays-Bas, bourguignon, pas loin de Lille, à 10 minutes de Lille à peu près. On va jouer une moralité suisse protestante. Donc on en a retrouvé des traces, hein, de cette moralité, elle remonte à 1530, tout à fait, elle véhicule tout à fait les idées de la réforme, donc c'est vraiment une pièce dans la droite ligne du protestantisme, et surtout c'est une pièce qui s'en cache pas du tout d'être réformée protestante. Donc c'est en fait une pièce qui forcément, si elle est jouée en milieu catholique, va poser des problèmes. Alors pour vous faire le pitch assez rapidement, cette pièce de théâtre-là, elle met en scène un ministre du culte, qui est accompagné de conseillers parmi lesquels Simonie Hérésie. Donc ça pose l'ambiance déjà. Hein. Ce ministre du culte, c'est le ministre catholique. Donc c'est un curé catholique en fait, c'est un prêtre catholique. Et ce curé donc, va faire un grand sermon devant les gens, alors qu'il a en arrière-scène emprisonné une pauvre fille dans une boîte. Et cette fille, c'est Vérité. Alors Vérité, elle incarne en fait la vérité du texte biblique. Parce que vous savez sans doute que l'une des revendications des protestants, c'est de donner accès aux textes religieux en traduisant la Bible. Et donc, le ministre du culte, bien sûr, refuse la traduction de la Bible, et donc reste eh bien, le seul détenteur de ce savoir, entre guillemets, divin. Donc c'est un des points de crispation entre les catholiques et les protestants. Et donc cette pauvre demoiselle qui est enfermée dans sa caisse et qui essaie désespérément de sortir pendant tout le sermon, finit par sortir de sa boîte et par jaillir sur scène. Et quand elle jaillit sur scène, eh bien, tout de suite, elle prend à partie le ministre du culte, et puis elle lui dit qu'il a raconté n'importe quoi, qu'il n'a pas du tout compris la parole de Dieu, et que c'était pas du tout ça que Dieu voulait dire. Alors, naturellement, lorsque vérité jaillit, c'est en fait une image qui est très courante sur les scènes médiévales. Assez souvent, on a comme ça des scènes de révélation avec un personnage qui jaillit. Donc c'est un truc qui est complètement habituel sur les scènes médiévales. Mais là, cette image-là, qui est complètement banale, complètement habituelle, elle est utilisée à des fins de propagande, et donc forcément, ça va faire quelques crispations. Donc quand vérité jaillit, le public comprend immédiatement que cette pièce est plutôt protestante. Et donc vous avez la moitié du public qui monte sur scène pour casser la gueule aux acteurs, parce que c'est la partie qui est catholique du public, et vous avez naturellement l'autre partie du public qui monte sur scène aussi pour casser la gueule de l'autre partie du public afin de protéger les acteurs. Alors ça finit en bastonnade, donc on fait venir les autorités, tout le monde est arrêté, tout le monde est embarqué, et à partir de là on commence un procès. Alors, les enquêteurs commencent par interroger le public. On va leur demander, bon alors les gars, vous assistez à des représentations protestantes, franchement, qu'est-ce que c'est ça, quoi vous savez qu'on a cramé des gens pour moins que ça, donc si vous n'avez pas une bonne excuse tout de suite, on vous envoie au bûcher. Alors, une partie du public va répondre, bah oui, on a bien vu que c'était protestant, c'est pour ça qu'on est montré sur scène pour casser la gueule des acteurs, donc là, ceux-là, ils sont libérés, naturellement. Et puis, l'autre partie du public qui est là, non mais attendez, c'était protestant, ah bah non, on s'en est pas rendu compte du tout. Non, nous, en fait, on a vu qu'il y a une partie du public qui sautait sur scène pour casser la gueule des pauvres acteurs, alors du coup, nous, bah, on a eu un peu peur pour les acteurs, alors on est monté sur scène aussi pour les aider, mais vous êtes sûr que c'était protestant? Alors, du coup, comme ils ont tous l'air de bonne foi, on les relâche aussi. Alors, pas de problème, on va aller voir les acteurs. On va voir les acteurs, on leur dit, bon écoutez, mes petits pères, vous jouez des moralités protestantes sur scène, c'est pas très sérieux tout ça, on a cramé des gens pour moins que ça, donc si vous n'avez pas une bonne excuse, on fait flamber le bûcher tout de suite. Alors les acteurs disent, bah écoutez, nous, déjà on n'avait pas vu que c'était protestant, et puis en plus, nous on a joué ce qu'on nous a dit de jouer, et en fait celui qui nous a demandé de jouer, bah, c'est notre directeur de troupe. Et puis comme c'est lui qui nous verse notre salaire, bah vous comprenez bien que nous on n'a pas dit non quoi. Donc les acteurs sont libérés et on va voir les directeurs de troupe. Alors il dit bon mon petit père, vous commanditez des pièces protestantes, ça va pas du tout. Vous avez une dernière volonté avant qu'on vous crame ou ça se passe comment? Alors le petit père en question répond non mais attendez les gars, on se calme. Moi je savais pas que c'était une moralité protestante, ok? Cette moralité je l'ai achetée chez un imprimeur à Béthune, donc dans le patelin d'à côté. Ça avait l'air vachement bien, il m'a dit c'est un texte original, ça n'a jamais été joué dans le coin, alors forcément bah, vous comprenez, nous on fait notre beurre sur les pièces de théâtre originales, donc bah, naturellement eh ben, on n'a pas cherché plus loin, on est allé jouer cette pièce. Alors du coup on relâche le directeur de troupe qui a l'air de bonne foi et puis on va voir cet imprimeur à Béthune.
Et on lui dit, bon alors mon petit gars, vous imprimez des pièces protestantes, là ça va pas du tout, hein, vous diffusez une hérésie, bah écoutez, le bûcher est déjà prêt, donc on peut vous y envoyer. En plus, à l'évêché de Lille, ils sont vachement chauds pour vous cramer, donc on peut y aller, quoi. Alors, l'imprimeur en question répond, bah non, mais attendez les gars, vous avez pas compris. Moi, ce texte, je l'ai acheté à un marchand. Bon, je savais pas que c'était protestant. Il m'a dit, tu verras, ça fait fureur dans le sud de la France. Bon, bah moi je l'ai cru, voilà. Hein, il a récupéré à Lyon ou en Suisse, je sais pas trop. Non, mais par contre, je peux vous donner le nom du marchand si vous voulez aller voir. En plus, il est en ville en ce moment, au coup de bol. Donc voilà. Donc on va voir le marchand, on lui dit bon alors mon gars vous faites du recel de pièces protestantes, on a cramé des gens pour moins que ça, hein, donc vous avez une dernière volonté, vous dites au revoir à vos gosses, à votre femme et puis on vous embarque. Hein. Et puis le marchand il dit non attendez les gars, moi je savais pas que c'était protestant, ok sinon je l'aurais jamais ramené. Non on m'a dit que c'était une pièce avec succès, alors vous devez bien moi j'ai pas eu le temps de la lire, déjà je sais pas lire. Et puis non bah voilà ce texte là je l'ai ramené parce qu'il paraît que c'est vachement cool et puis comme je sais que mon ami imprimeur il est toujours à l'affût des nouveautés à imprimer parce que vous savez la concurrence c'est vachement dur quand même dans ce milieu là, et ben voilà quoi, j'y suis pour rien. Et là, en fait, quand on se rend compte qu'il va falloir potentiellement taper 2 mois de voyage pour aller chercher l'auteur présumé de la pièce à Genève, les gars de nouveau se rendent bien compte que ça va pas être possible de ramener quelqu'un pour le condamner au bûcher. Le problème, c'est qu'il faut quand même montrer l'exemple, parce que si on ne prend pas de décision de justice, et ben ça va se reproduire. Donc il faut surtout pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un grand bûcher en ville. On va faire une criée pour appeler tout le monde pour venir voir ce bûcher. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va cramer le texte de la pièce de théâtre. Voilà. Et donc on condamne le texte. Et c'est finalement ce texte-là qui est responsable. Voilà. Et je vous remercie. Bah, merci beaucoup à toi. Hein, applaudissez bien dans le chat, hein, car c'était très intéressant. C'était très fourni, hein, comme tu dis. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. Ouais, il y a énormément de choses. C'est hyper fourni. Donc on va tous se décaler vers la salle d'attente et on va passer à la partie questions. Emiel, je te vois. Si tu veux poser ta ou tes questions, je t'en prie, je te laisse la parole. Alors, moi j'ai pas mal de questions parce que comme ça parle de théâtre, que moi je suis dans le domaine de la musique, forcément, pour moi les deux sont liés, surtout à cette époque-là. Complètement. Du coup, en plus, tu as parlé de Adam de la Halle, qui est en plus un compositeur, en plus d'être auteur. Donc ça a d'autant plus fait tilt. Je me suis demandé quelle était la part justement de musique dans ces théâtres-là. Parce que Claudin de Sermizy ou Clément Jeannequin, par exemple, qui sont deux compositeurs phares de la première moitié du XVIe, ont écrit pas mal de pièces, autant sacrées que profanes, et pour le coup, ça rentre bien dans le côté des pièces profanes, notamment avec le thème de la chanson de Vaudeville. Alors écoute, c'est extrêmement lié. Alors on a déjà comme je te disais, hein, la pièce d'Adam de la Halle, qui est la première comédie musicale en français qu'on ait retrouvée. Alors on se doute que c'est pas la seule, mais en tout cas c'est la première qu'on ait retrouvée. Donc c'est ce jeu de Robin et Marion. En fait, pour rentrer un petit peu plus dans cette pièce de théâtre-là, elle est super intéressante parce qu'elle parodie des chansons qui sont les pastourelles, donc c'était des petites chansons grivoises où justement la bergère se retrouvait confrontée à un chevalier qui voulait soit la séduire, soit la violer, au choix. Donc c'est des textes qui ont beaucoup de succès, qui sont nés en plus à Arras sous la plume de Jean Baudel. Donc Adam de la Halle, quand il écrit cette pièce de théâtre-là, il a en fait en tête l'ancêtre glorieux qu'est Jean Baudel. Et bien sûr, en fait, c'est super lié dans ce type de théâtre-là parce que voilà, il y a le contexte particulier, mais c'est aussi très important dans les mystères. Alors j'en ai très très peu parlé parce que c'est pas tout à fait mon sujet de thèse, mais les mystères, c'est ces grandes manifestations spectaculaires que tu peux avoir dans toutes les villes, enfin qui ont suffisamment d'argent pour en faire un, parce que voilà, donc ça restreint quand même déjà assez largement le nombre de villes qui peut en faire. Mais dans ces mystères-là, très souvent, tu as de la musique, donc tu as des moments musicaux chantés, clamés. Par exemple, quand les démons arrivent, on fait un boucan de tous les enfers. Quand c'est les chœurs célestes qui arrivent, et à l'inverse, on fait des belles chansons vachement émouvantes, paraît-il, selon les quelques comptes rendus qu'on a. Enfin,
voilà, on va mettre de la musique dans les spectacles assez souvent pour souligner des moments dramatiques importants. Alors parfois, en fait, on le sait parce que dans un certain nombre de pièces, notamment les mystères, on a des didascalies qui nous disent là, on va mettre de la musique, donc là on va avoir un chœur démoniaque, on va avoir un chœur angélique, on va avoir une complainte, on va avoir une ordalie, enfin, voilà, on va avoir ce genre de choses. Il y a beaucoup de pièces où on n'a pas de didascalie, parce que c'est des pièces qui ont transité par le monde de l'impression, des imprimés. Et en fait, donc dans les imprimés, tu as très très peu de didascalie. Généralement, ils s'embêtent pas du tout avec ça dans les imprimés, parce qu'ils partent du principe que, comme c'est des textes qui sont pensés pour la pratique, et ben, le metteur en scène se débrouillera, quoi. Donc on ne sait pas à quel point c'est répandu, mais ce qui est sûr, c'est que dans la plupart des grands spectacles, tu as des mentions d'orchestre, de chanteurs professionnels, de musiciens professionnels, alors orchestre avec des gros guillemets bien sûr, mais enfin tu vois l'idée, donc c'est très très lié, c'est super lié. Et j'avais une deuxième question aussi, notamment en fait, en lien avec les mystères dont tu as parlé, parce que en fait les mystères m'ont énormément fait penser à ce qui se fera dans le domaine de l'opéra baroque ou la tragédie lyrique. Ouais. Est-ce que tu sais quelle part de ce théâtre-là se retrouve dans l'ascendance en quelque sorte du théâtre lyrique? Alors, je t'avoue que je suis incapable de répondre à ta question. Voilà. Par contre, je peux donner des pistes, ce qui est ce que moi je connais. Le théâtre des mystères, c'est un des genres qui va connaître une histoire un peu chaotique, mais qui va connaître une grande longévité. C'est-à-dire que par exemple, aujourd'hui encore, on joue des mystères. Par exemple, tu as la Passion de Valenciennes qui est remise en scène plus ou moins tous les 10 ans. T'as aussi les mystères d'Oberammergau en Bavière. Alors Oberammergau, c'est pas médiéval, c'est un mystère du XVIIe siècle, mais bon, on va pas chipoter, c'est quand même appelé mystère. C'est en fait un genre dramatique qui a une grande longévité de par son côté spectacle total. Donc je pense que l'opéra, dans une mesure sans doute assez importante, a cette même volonté de spectacle total. Et donc, à mon avis, il y a dû avoir des choses qui sont passées d'un genre à l'autre, enfin, disons, qui sont passées d'un domaine à l'autre. Les mystères, c'était quand même jouer dans des conditions particulières, c'est-à-dire que ne pouvaient jouer de mystère que les gens de la ville. Alors parfois on faisait venir des extérieurs, notamment quand il manquait des corps de métier, par exemple des acteurs professionnels, ce genre de choses, mais de façon générale, la plupart des acteurs étaient des gens de la ville, et donc il n'y avait pas du tout ce côté professionnel. Enfin, tu l'avais pour certains aspects. Par exemple, le côté grand spectacle, les rôles principaux étaient souvent joués par des acteurs nés dans la ville, mais quand même par des gens de profession. La direction d'acteurs, voilà, c'était des pros aussi, mais la plupart des figurants ou des petits rôles, c'était le tout venant qui allait avoir cette expérience théâtrale-là dans sa vie et qui allait pas en connaître d'autres. Je pense que l'opéra a davantage une prétention d'art et de profession d'art. Donc, à mon avis, c'est là que tu as la différence entre les deux, mais oui, clairement, c'est la même base en fait. C'est-à-dire on va mettre en scène de façon grandiose des histoires. Et ces histoires-là, ça peut être des histoires entre guillemets réelles, ça peut être la Bible, ça peut être des histoires de la mythologie, ça peut être des inventions sur base de l'Antiquité, sur base du temps présent, sur base des histoires à la mode. Voilà, mais on fait du grand spectacle, quoi. Donc je pense les deux genres, je pense, sont assez proches, mais je suis incapable de répondre plus précisément que ça à ta question. Okay. Juste pour apporter une précision, en réalité, le théâtre lyrique, comme on l'entend notamment sous Louis XIV, ouais. n'est pas franchement professionnel. Au début, on retrouve même dans l'opéra-ballet, comme on l'appelle, étant donné la présence de ballet, le roi dansait lui-même sur scène en réalité, au tout début. Donc c'est vraiment le théâtre de cour, c'est vraiment les nobles et l'aristocratie en fait qui jouaient eux-mêmes les pièces qu'ils se montraient entre eux. Donc il n'y avait pas non plus cette visée professionnalisante. C'est arrivé que plus tard sous le patronage de Lully en fait. D'accord, ok, bon ça j'ignorais. Ok. Mais c'était le lien avec les allégories, les personnages représentés. Je pense que ça fait partie de la même culture, donc forcément tu as des choses qui circulent, tu vois. Je veux dire, par exemple,
exemple une moralité et un mystère, bien que c'est des pièces qui n'ont pas tellement la même vocation, c'est des pièces dans lesquelles tu vas retrouver des choses assez poreuses. Enfin, par exemple, tu as un mystère qui s'appelle, t'as une moralité pardon, qui s'appelle le sacrifice d'Abraham, qui est en fait une scène d'un autre mystère. Ouais. Donc en fait c'est la même culture visuelle, donc forcément il y a des trucs qui passent quoi. Donc, mais après je peux pas répondre plus précisément que ça. Dans la musique de la période baroque et dans l'opéra, et même après d'ailleurs, le fait de récupérer des passages entiers de pièces antérieures, c'est très courant ça aussi. Mais j'avoue que là tu es plus spécialiste que moi, donc je suis incapable de répondre plus précisément. Je regarderai un petit peu la part de ce théâtre-là. Je pense qu'il doit y avoir des choses à faire sur la question, parce que les mystères, en fait, comme je disais, ça a connu une histoire un peu accidentée avec notamment les guerres de religion, parce que comme c'est un théâtre religieux, forcément il y a des moments où on a dû les interdire pour éviter les débordements publics. Par exemple, ils ont été interdits en 1548 dans Paris intramuros, donc tu pouvais encore les jouer ailleurs, mais Paris intramuros on évitait pour éviter une nouvelle Saint-Barthélemy. Donc voilà, c'est des formes de théâtre qui ont connu, qui ont un peu souffert des guerres de religion, mais qui ont quand même survécu parce qu'il y avait un goût du public et parce que c'était des images mentales qui étaient, je pense, très fortement ancrées chez les gens. Ouais. Et du coup, je pense que forcément, ça a infusé dans toute la culture. Enfin, au 18e ou au 19e, on joue encore des mystères. Donc, à mon avis, il y a cet imaginaire-là à l'arrière du crâne des gens, et puis c'est des images mentales dont ils ont l'habitude, et donc ça circule, quoi. Ok. Merci. Merci à toi. Allez, prochaine question que l'on fera, qui sera posée par Falafel Espensé. Moi j'avais une question justement en rapport aux images. Je sais pas si tu as beaucoup travaillé dessus, sur tout ce qui est décor et le lien avec justement d'autres médiums, parce que j'ai vu que j'ai raté un gros morceau de la présentation, mais j'ai vu que l'image du martyr de Sainte Apolline dans Les Heures d'Étienne Chevalier par Fouquet avait été... l'image est passée dans le chat. Ça fait partie justement de ces liens entre les arts visuels et ici l'enluminure et les décors de théâtre. Est-ce que tu as des indications sur le type de décors qui sont utilisés? Est-ce qu'il y a des mises en scène particulières? Parce que je sais que pour le théâtre des mystères, on a quelques indices, mais c'est quand même très très discuté. Mais c'est ça que j'allais te répondre, c'est on a très très peu d'informations, parce que la plupart des textes qu'on a, c'est des textes qui ont transité par les versions imprimées. Mais du coup, c'est des textes qui ont en fait été glanés un petit peu partout par les imprimeurs. C'est ce que j'expliquais par exemple pour La Vérité cachée, mais en fait c'est très courant. On trouve un texte, on s'en fout de quelle occasion il a été joué, de quelle occasion il a été... on le récupère, on l'imprime, on le fait transiter, mais du coup, c'est des textes qui sont hors sol, et donc parfois on a un peu de mal à retrouver la documentation qui peut aller avec la première représentation ou avec les représentations de ces textes-là. Un autre problème qu'il y a, c'est qu'au Moyen-Âge, le théâtre, c'est un art mécanique et non pas un art libéral. C'est-à-dire que c'est considéré comme une pratique et non pas comme une science ou un savoir. Donc en fait, il y a très très peu de discours théoriques. Il y en a quelques-uns, c'est très faible, mais on va surtout envisager ça comme une pratique. Et du coup, forcément, il n'y aura pas de texte qui dira comment il faut jouer, il n'y aura pas de texte qui dira quels acteurs, quel costume il faut. Enfin, voilà. Donc, on a une source documentaire qui est très, 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 très pauvre, très, très faible. Alors, il y a des hypothèses. Par exemple, l'enluminure du martyr de Sainte Apolline a très souvent, a été très discuté à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle dans la critique sur le théâtre médiéval. On a en fait émis l'hypothèse d'un théâtre en rond. Donc c'est-à-dire avec une scène circulaire en fait au milieu d'un espace, et puis les gens autour. Alors c'est quelque chose qui a été depuis un peu révisé parce qu'on s'est rendu compte que l'enlumineur qui a réalisé cet enluminure-là a très souvent l'habitude de représenter les choses sur un rond au milieu, en fait, avec le décor autour. Donc du coup, c'est peut-être plus une habitude de représentation de l'enlumineur qu'une habitude de représentation théâtrale. De la même façon, il y a une autre enluminure dans un manuscrit du nord de la France, mais j'ai complètement zappé le lieu. Voilà, c'est sérieux, ça prépare bien des choses. Je crois que c'est Tournai, mais je suis pas certaine, donc il faudrait que je revérifie. Au pire, je balancerai l'information sur le chat, ou je te l'enverrai par MP, ou je la transmettrai. C'est en fait une enluminure
dans laquelle on voit une petite scène avec des tréteaux, des lampions qui pendent, et puis deux personnages sur scène qui ont l'air de jouer une petite scène de théâtre. Et en fait, très souvent, on a dit, ah ben tiens, voilà, c'est comme ça qu'on représente une farce, en fait. Et l'une des hypothèses contradictoires qu'on a actuellement, c'est le fait que cette enluminure-là, quand on regarde le manuscrit dans lequel elle se trouve, c'est en fait un manuscrit qui décrit les pratiques de ce qu'on appelle déjà au Moyen-Âge des charlatans, donc c'est-à-dire des gens qui vendent des choses. Et donc, du coup, l'hypothèse, c'est qu'en fait, cette représentation-là, c'est peut-être une représentation de vente de produits plutôt que de représentation théâtrale. Donc, c'est toujours très très compliqué de savoir ça. On a quand même des indices, notamment sur les costumes et sur les accessoires, parce que des fois, dans les didascalies, alors ce qu'on appelle les didascalies externes ou internes. Donc externe, c'est quand tu as une note qui dit et là tel personnage brandit telle chose, et interne, c'est quand le personnage dit voyez ceci dans ma main. Là tu te doutes qu'il a le truc dans la main, quoi. Et dans ces didascalies-là, parfois on a des indices sur les costumes, sur des éléments de décor, des éléments d'accessoires, mais c'est assez compliqué à savoir. Et pour les mystères, on a plus de documentation parce que très souvent, en fait, on a les livres de comptes de cet événement, parce que comme c'est des très grands événements, les comptes sont tenus de façon extrêmement précise. Et donc on peut avoir, on a construit une scène qui fait telle taille, on a construit un décor qui représente telle chose qui fait telle taille, mais du coup, voilà, il n'y a que les mystères qui soient vraiment bien documenté sur cette question-là, quoi. Et le fait que ce soit... Parce que moi, ce que j'avais vu en travaillant sur certains types de sculptures des 14e et 15e siècle, c'est qu'il y avait toute une théorie derrière, comme quoi l'iconographie de ces sculptures-là, qui est quand même assez basique, qui sont des sculptures qui sont souvent réalisées par des artisans pas très qualifiés, justement, ils avaient repris des motifs du théâtre religieux et du théâtre probablement profane aussi, pour constituer le décor de ces scènes, parce que c'est quelque chose qu'ils connaissaient, et aussi parce que c'était les mêmes personnes qui réalisaient les décors des scènes de théâtre, que ce soit des mystères ou des mises en scène profanes, et qui, pour gagner leur vie, fabriquaient aussi des œuvres d'art et des sculptures de ce type-là. Je sais pas si tu as pu voir d'autres, des choses un peu plus particulières. Enfin, tu as l'air de dire que dans les images, effectivement, le théâtre profane, on n'en trouve quasiment aucune trace. En fait, c'est toujours très compliqué, quand tu travailles sur le théâtre, de différencier théâtre profane et théâtre religieux. Oui, parce que par exemple, tu prends les moralités, c'est des pièces qui sont entre guillemets profanes dans le sens où elles sont jouées hors de l'église, a priori. Mais en même temps, c'est des textes qui citent la Bible très abondamment, qui parlent de valeurs morales, qui parfois mettent en scène Dieu, enfin voilà. Donc c'est toujours très compliqué de séparer profane et religieux d'une part. D'autre part, oui, je pense que c'est complètement possible, parce que les corps de métier s'interpénètrent comme ça, moi ça m'étonnerait pas du tout. Après, je suis pas spécialiste de la question, donc je pense que tu en sais plus que moi. Ce qui est vrai, c'est que le théâtre, c'est quelque chose qui est très répandu dans les villes. En fait, quand tu regardes les rapports de parlement des villes, qui sont en fait les instances qui autorisent les spectacles, t'as beaucoup de spectacles qui sont autorisés tout au long de l'année. En fait, ça peut être les gars qui font une tournée et qui passent sur la place du marché le dimanche, tout comme les gens qui viennent vraiment professionnellement et qui vont jouer une suite de représentations, ou des gens qui viennent pour le mariage de quelqu'un en ville et qui en profitent pour faire 2-3 représentations. Enfin, t'as vraiment beaucoup d'occasions de jouer du théâtre, et donc c'est certain que le théâtre, ça fait partie des images mentales, du paysage mental en termes d'image, et que ça participe à la transmission d'une culture visuelle. Chose qui est assez intéressante, c'est qu'assez souvent chez les imprimeurs du début du XVIe siècle, qui sont en fait pour la majeure partie le moyen par lequel on a accès à ce théâtre médiéval, parce qu'en fait la plupart des recueils qu'on a, c'est des recueils imprimés du début du XVIe. Assez souvent tu vois des bois gravés en haut des pages, qui sont en fait des bois gravés qui sont des remplois d'autres choses, notamment de livres de méditation de prière, en fait. Donc c'est des petits livrets où t'as 2-3 versets, voilà. Et en fait, est-ce qu'ils sont illustrés, ces livres? Est-ce qu'il y a des images aussi? Alors, généralement, t'as juste un bois gravé sur la page de garde. Généralement. Parce que en fait, c'est vraiment des imprimés bon marché. Donc c'est le machin qui est fait vraiment à la va-vite. Il y a un seul manuscrit vraiment beau et précieux. C'est un manuscrit de Robin et Marion d'Adam de la Halle, donc un manuscrit
XIIIe, qui en fait est un manuscrit qui a été vraiment pensé pour être une sorte d'enregistrement d'une représentation, alors réelle ou fantasmée, hein, c'est pas la question. Donc c'est-à-dire que tu as les partitions musicales dedans, donc si tu veux chanter, tu peux chanter, et tu as aussi énormément d'enluminures et de miniatures dans le texte qui vont montrer les personnages avec leurs habits, donc qui tiennent des poses complètement traditionnelles, qui vont illustrer les passages clés, enfin voilà. Et en fait, c'est le seul manuscrit vraiment riche et enluminé qu'on ait de théâtre médiéval, quoi. Mais justement, ça me fait penser à un truc un petit peu parallèle. Je sais pas si tu connais tu as probablement dû travailler dessus au moins. Le manuscrit du roman de Fauvel qui est à la BNF, est-ce que ça rentre justement dans ces manuscrits assez volumineux, très enluminés, avec les partitions, avec le texte? Est-ce que ça compte dans ce que tu étudies ou... Alors moi je ne l'étudie pas spécialement ce manuscrit-là, je l'ai jamais eu entre les mains, enfin je sais qu'il existe parce que j'ai des connaissances qui travaillent dessus, mais du coup je suis incapable de répondre à la question. Enfin, je veux dire, juste pour savoir si ça fait ton corpus de travail par exemple, parce que c'est... Non, là pour le coup pas du tout, D'accord. En fait si tu veux, moi je me concentre vraiment sur... plutôt sur l'aspect langagier, dans le sens où je suis littéraire, donc tout bêtement c'est mon angle d'attaque, hein. Et en fait je suis venue à l'étude des contextes et de l'histoire après, et notamment de tout ce qui est culture visuelle. J'y suis vraiment venue après parce que je me suis rendu compte que c'était indissociable, mais c'est pas du tout ma formation de base, donc en fait j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et à creuser là-dedans, quoi. D'accord. Donc Paul Osama, à ton tour. Oui, bonsoir. Je me demandais, en fait, bon, déjà je m'excuse, j'ai beaucoup moins de connaissances que la plupart d'entre vous apparemment sur le sujet. Je voulais juste savoir, en fait, tu as donné plein d'exemples du théâtre politique comme un moyen soit d'information, soit de propagande. Et en fait, à moins que ça m'a échappé, il m'a semblé qu'il y a eu un seul exemple de cas où le théâtre représentait plutôt l'opinion du peuple et servait de moyen d'expression. Et du coup, je me demandais comment est-ce que, parce que dans l'imaginaire collectif, à l'heure actuelle, le théâtre, c'est aussi beaucoup un moyen d'expression du peuple. À quel moment est-ce que c'est apparu et dans quel contexte ? Alors c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé parce que tout bêtement c'est pas le dossier sur lequel je suis en ce moment. Donc en fait si tu veux, dans le cadre de ma thèse, j'ai parcouru déjà un certain nombre de textes, mais j'ai encore pas mal de textes à lire et vraiment à creuser. Ces exemples-là en font partie malheureusement, donc pour l'instant je les ai pas encore travaillés autant que les autres. Il y a des textes qui sont polémiques, qui vont contre des décisions, ça existe. Il y a en fait tout un groupe de farces, notamment de farces et de sottis, qui sont des textes parisiens, notamment qui viennent de ces recueils imprimés là, qui en fait expriment des idées souvent un peu provocantes, alors notamment qui se moquent du roi, qui se moquent du clergé, ça c'est pour les farces, pour les sottis qui commentent l'actualité en montrant que franchement voilà, les nouveaux gouvernements font n'importe quoi. Il y a l'exemple par exemple de la sotie des nouveaux gens, c'est en gros une sotie qui montre que les jeunes gouvernants maintenant, ils essaient de faire aussi bien que les anciens, mais ils n'y arrivent pas parce que leur vrai problème c'est qu'ils veulent tout réformer. Donc c'est un discours contre la nouveauté, disons qu'il y a un regard assez désabusé. Et en même temps, la pièce se termine de façon très fataliste en disant mais de toute façon toutes les générations ont ce problème-là et du coup ceux qui arriveront après ils feront exactement la même chose et donc on veut toujours tout réformer mais personne ne se pose les bonnes questions, quoi. Donc ça on a ce genre de pièces-là aussi assez critiques, assez polémiques. C'est des textes sur lesquels j'ai pour l'instant moins bossé donc je suis un peu moins capable de te répondre dessus. Mais ouais, ça existe et en fait c'est même une spécialité du corpus francophone. Ce qui est toujours assez marrant parce que mes collègues anglophones, par exemple, me disent mais en fait ça prouve que le français est râleur depuis le Moyen-Âge, ce que je trouve un petit peu abusé, mais bon, soit. Mais ouais, non, il y a des textes comme ça. Il y a aussi, par exemple, un texte qui est assez amusant, deux textes du coup, qui sont des sottis qui ont eu lieu, qui ont été joués, sans doute rédigés et en tout cas joués à Genève, juste avant que la ville ne bascule dans la Confédération suisse, parce qu'au début, Genève était rattachée au Dauphiné, aux terres du Dauphin.
et notamment au duché de Savoie. Et en fait, donc cette ville de Genève, elle était un peu tiraillée d'une part entre l'allégeance duché de Savoie et puis Confédération suisse, et puis d'autre part entre le duché de Savoie qui était plutôt conservateur sur le plan de la religion, et puis au contraire la Confédération suisse qui était plutôt réformée. C'était un peu avant les guerres de religion. Et donc on a joué 2 années de suite, 2 pièces différentes. Donc la première c'est la Sotie des Béguins, la deuxième c'est la Sotie du Monde. La Sotie des Béguins, elle met en scène une troupe de théâtre qui a été censurée, et qui du coup arrive sur scène avec la moitié des costumes en annonçant qu'ils ne pourront pas jouer parce que voilà, les pouvoirs publics n'ont pas autorisé le jeu. Et puis en plus, c'est un peu la merde parce que Bontemps, dont on espérait le retour, donc c'est un personnage allégorique qui est très courant dans les sotties, dans les moralités, qui incarne en fait l'âge d'or retrouvé, le moment où tout va bien, et bien ce personnage de Bontemps, il est en tôle. Donc du coup c'est un peu la catastrophe parce qu'en plus voilà, on peut rien faire, tout va mal, il y a des problèmes partout à résoudre. Et tout l'enjeu de cette pièce-là, ça va être de se plaindre du temps présent. Et en fait l'année suivante, rebelote, acte 2 de la pièce. Cette fois-ci, les personnages ont leur costume, les acteurs ont leur costume, parce que dans la pièce précédente, les acteurs jouaient leur propre rôle en plus, donc ça c'était assez rare en fait dans les corpus médiévaux. Et donc l'année suivante, rebelote, les acteurs arrivent et annoncent que Bontemps est toujours porté disparu, mais il est plus en tôle. Et du coup, en attendant, on va faire un peu le ménage en ville, parce qu'on a entendu dire qu'il y avait des gros problèmes à Genève, et notamment il y avait le monde, donc qui est une allégorie qui en fait représente les pouvoirs en place, qui était très très malade. Et donc, on va essayer de le soigner. Donc, chaque personnage va arriver avec sa solution. Donc, tu as un personnage qui va représenter les artisans, qui va proposer la création d'objets mécaniques pour essayer d'atténuer les souffrances du personnage. Tu as un autre personnage qui va incarner l'ordre des médecins, qui va arriver avec ses petites tambouilles pour essayer de sauver le monde. Et puis, en fait, finalement, rien ne va fonctionner jusqu'à ce qu'on arrive avec le personnage qui a la Bible sous le bras et qui peut soigner le personnage. Et donc, ça prouve que, voilà, le vrai problème de Genève, en fait, d'une part, c'est que les dirigeants sont incompétents, et puis en plus, c'est qu'ils sont catholiques, quoi. Voilà. Donc t'as des pièces comme ça aussi, mais c'est toujours plus difficile à évaluer parce que y a des pièces, on les lit, on sent qu'il y a un truc derrière, mais comme on n'a pas le contexte, on est incapable de savoir si effectivement c'est un effet de lecture de notre part en disant « Ah, quand même, c'est vachement rentre-dedans, ça aurait pu faire un super texte de contestation », ou si au contraire, c'était vraiment déjà un texte de contestation au Moyen-Âge. Donc c'est pour ça que c'est toujours très très difficile de savoir ce qui est polémique au Moyen-Âge, c'était pas forcément ce qui est polémique aujourd'hui. Et de la même façon, ce qui était jugé comme particulièrement rentre-dedans au Moyen-Âge, aujourd'hui ça pourrait passer, quoi. Donc c'est toujours un peu compliqué. Je comprends. Et du coup, il y avait un certain degré de censure aussi, j'imagine. Et la censure, c'est arrivé surtout avec les troubles religieux. En fait, c'est toujours un peu le même mécanisme de façon contemporaine ou au Moyen-Âge. Hein. C'est que quand tout va bien, il n'y a pas besoin de censurer parce que, a priori, l'espace public, c'est assez relâché, il n'y a pas trop de crispation, tout va bien. Dès qu'il commence à y avoir des crispations sur certains sujets, alors aujourd'hui, ça serait le féminisme, les dérives sectaires, enfin tout ce que tu veux, hein, la politique, la crise, voilà, c'est tous les sujets un peu polémiques auxquels tu peux penser, il va y avoir une radicalisation de l'opinion publique, soit dans un camp, soit dans l'autre. Et si on ne surveille pas trop cette chose-là, il peut y avoir des risques de débordement. Alors, la censure, généralement, c'est une mauvaise idée dans tous les cas parce que forcément, ça conduit à faire un effet stressant sur le truc. Donc, voilà, en soi, c'est une mauvaise idée. Mais au Moyen-Âge, pour un certain nombre de sujets, on va avoir tendance à rigidifier un petit peu, lorsqu'il y a vraiment des gros problèmes. Parce que si tu veux, les gens qui s'expriment dans ces pièces de théâtre, c'est une frange assez particulière de la population, ça va pas être le tout-venant, enfin le tout-venant peut jouer dans des mystères par exemple, mais assez souvent c'est des gens qui, de par leur métier principal ou de par leurs études, vont avoir une certaine autorité dans l'espace public pour parler. Alors typiquement, ça peut être des membres du clergé, ou des membres du clergé en apprentissage, donc des séminaristes par exemple. Ça peut être également des gens qui sont dans les métiers liés au monde juridique ou dans les métiers de l'administration. Parce que c'est des gens qui sont, en fait, qui ont une formation littéraire, qui ont une formation qui leur permet d'accéder au savoir, tout simplement, et qui en plus bénéficient d'une sorte d'autorité.
Alors du coup, les textes qui sont un peu polémiques, généralement, c'est des textes qui vont venir de couches qui sont éduquées, mais qui n'ont pas encore un statut social vraiment bien défini. Alors assez souvent, du coup, comme à l'heure actuelle d'ailleurs, ça va être les étudiants. On a la mention, par exemple, d'une affaire qui a paraît-il, défrayer la chronique parisienne, mais on en a trouvé que très peu de traces. Les seules traces qu'on trouve, c'est que dans quelques farces, on va avoir la mention d'une affaire des farceurs du collège du cardinal Lemoine. Donc on sait qu'a priori, dans ce collège, il y avait un groupe de jeunes qui avaient monté des petits spectacles, et un des spectacles a fait polémique. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas le spectacle, on ne sait pas quel spectacle, mais apparemment, ça a tellement fait polémique que dans d'autres pièces, on s'est mis à dire, non, mais attendez, nous, on est un peu rentre-dedans, mais ça va, on ne fait pas comme les farceurs du collège du cardinal Lemoine. Donc a priori, c'est que tu avais quand même un théâtre de contestation qui était fort, mais comme d'une part, c'était des idées qui étaient sans doute pas communément admises, les textes ont eu tendance à pas être conservés, parce qu'on a tendance à recopier ou à imprimer ce qui est à peu près consensuel de façon à éviter des effets de censure. De la même façon, on va avoir tendance à jouer plutôt des choses qui risquent pas de transformer l'espace public en bataille rangée. Lorsqu'il y a des problèmes liés à un certain domaine, donc par exemple les guerres de religion, qui sont en fait une guerre civile, qui oppose, qui déchire les familles, qui oppose des gens d'une même instance politique, on va dire d'une même, j'ai plus les mots, d'un même État, d'un même pays, d'une même région, d'une même ville, sur des questions religieuses. Là, il va y avoir raidissement de la censure, parce qu'on va dire, si on autorise, par exemple, les mystères dans Paris Intramuros, on a un bain de sang. Donc, on interdit les mystères pour éviter le bain de sang. Alors, bien sûr, ça joue à des niveaux différents. Là, c'est un cas extrême. C'est le cas Paris Intramuros après la Saint-Barthélemy. Donc, forcément, voilà, c'est un cas extrême. Mais ça va être assez souvent ça va être assez souvent le parti pris des parlements de dire, bon, alors ce spectacle-là, il a l'air un petit peu raide, donc on va demander à la troupe soit de l'infléchir un petit peu, soit de pas le jouer, quoi. Mais ça, encore une fois, c'est des phénomènes qu'on va voir apparaître à mesure que les guerres de religion rapprochent, en fait. Donc à la fin du XVe siècle, par exemple, ou au tout début du XVIe siècle, on n'a pas trop ces effets-là. C'est vraiment quand il va y avoir des crispations sur le protestantisme qu'on va avoir tendance à mettre en place de la censure. Et donc la raison pour laquelle cette troupe à Genève a été censurée, c'est parce que Genève, c'était une ville où la question religieuse et la question politique étaient très mêlées, où en gros, si on choisissait le protestantisme, on se barrait du côté de la Confédération suisse, et si on choisissait le catholicisme, on restait dans le duché de Savoie, et du coup tu avais plein d'enjeux superposés, et forcément c'était un peu risqué de prendre parti ouvertement, on va dire, dans une pièce de théâtre qui aurait pu créer des émeutes, en fait, parce que d'un côté tu as des gens qui sont pour la Confédération suisse, d'autre côté tu as des gens qui sont pour le duché de Savoie, en plus tu as la question religieuse par-dessus, et puis ça finit en bain de sang, quoi. Donc il y a de la censure au Moyen-Âge, mais j'ai envie de dire, je pense pas qu'il y en ait plus qu'à l'heure actuelle. Ça dépend des zones géographiques du globe, on est d'accord, mais en fait, le Moyen-Âge, c'est assez libre tant qu'il n'y a pas de gros problèmes politiques derrière. Mais en fait, comme dans tous les espaces et tous les temps, quoi. Un autre exemple, c'est que, par exemple, après, donc pendant les guerres de religion et puis après, il y a un genre littéraire qui a survécu, qui est celui de la farce. C'est-à-dire qu'au XVIIe siècle, la farce, ça existe encore. Donc ces petites pièces courtes, ça existe encore, mais les sujets de ces pièces ont radicalement changé. Avant les guerres de religion, on peut se moquer de tout le monde, on peut se moquer du roi, on peut se moquer des notables, on peut se moquer du clergé, t'as des prêtres débauchés toutes les deux pièces, voilà, il n'y a pas de problème. Après les guerres de religion, on se moque plus du clergé parce que c'est senti comme une attaque protestante. Donc ça, on oublie. Et surtout en France, il y a eu un truc, ça a été un double régicide, donc Henri III et Henri IV ont tous les deux été assassinés dans l'exercice de leurs fonctions. Et donc naturellement, on va arrêter de se moquer du roi aussi, parce que ça peut être un appel à un nouveau régicide, donc on va éviter. Et en fait, tu vois, du coup, ces censures, en fait, entre guillemets, c'est quand tu as une crise politique ou sociale, et effectivement, on se durcit, quoi, sur ce sujet-là. Ok, d'accord, merci, c'était super intéressant. Merci.
Donc, bon, je pense qu'on a fait le tour des questions, hein. Ça nous fait quand même une belle présentation et comme tu disais, un sujet dont tu as beaucoup de choses à dire. Très intéressant. C'est vaste, quoi, c'est très très vaste. Donc, ouais, ça a l'air méga vaste et quand on voit avec qui tu as pu discuter, c'est vrai que vous avez chacun des spécificités sur les connaissances et c'est très intéressant à écouter. Bah, c'est vrai que le théâtre, en fait, c'est quelque chose qui touche vraiment très largement la société médiévale. Parce qu'en fait, la société médiévale, alors c'est un peu essentialiste de dire ça, mais c'est une société qui est quand même très spectaculaire, c'est-à-dire qui s'appuie beaucoup sur l'événement. Le culte religieux, c'est un événement spectaculaire. Enfin, je veux dire, l'incarnation du Christ dans un bout de pain, c'est quand même un peu du spectacle. Hein, voilà. De la même façon, les cours au Moyen-Âge sont itinérantes. Donc, à chaque fois qu'une cour se déplace dans une ville, tu as des grands spectacles qui sont organisés pour ça. De la même façon, ton année liturgique, elle va être rythmée par des dates de célébration. Donc, tu auras des processions, tu auras des grands spectacles. Et puis après, tu as le théâtre qui vient se greffer là-dessus. Tu as la musique, tu as les troubadours, les trouvères dont on parlait dans le chat tout à l'heure. Donc voilà, c'est une société qui s'appuie beaucoup sur le spectacle et donc forcément ces spectacles-là, alors le théâtre, mais en fait tous les autres arts vivants, véhiculent une très très grande partie de la culture médiévale. Et c'est vrai que du coup, c'est toujours très délicat de travailler dessus parce qu'on n'a pas beaucoup de sources en fait. On n'a pas d'enregistrement, bien sûr. Les textes qu'on a, comme je disais dans la présentation, en français, on a à peu près 500 textes. On estime que ça représente entre 5 à 10% de la production totale. Donc c'est rien en fait. On a des dizaines et des dizaines de pièces qui sont mentionnées dans les archives et dont on n'a pas les textes. On sait qu'il y a un phénomène de circulation des textes qui est très très important. Donc c'est-à-dire que tu vois un texte qui t'intéresse, tu le chopes, tu le modifies un peu à ta sauce et puis tu le rejoues. On a certaines pièces aussi qui sont pensées vraiment comme des textes en kit. C'est le cas par exemple de la Moralité d'argent sur lequel j'avais fait mon mémoire de Master 1. C'est une pièce de théâtre avignonnaise de 1470 qui a été jouée dans un cimetière, le cimetière Saint-Symphorien, et qui est écrite par Jace Moliou. Et en fait, cette pièce est très intéressante parce qu'on a son manuscrit de travail. Donc c'est le manuscrit qui a été a priori en kit. Ça a été a priori un texte qui a été au moins joué une fois en tout cas, qui a été copié par son auteur lui-même, donc c'est vraiment déjà un truc fascinant rien que de base. Et ce texte-là en fait vient avec des épisodes, 3 introductions, 3 conclusions et des morceaux rajoutés à la fin. Et donc en fait, concrètement, c'est un texte qui a pu être sans doute réemployé un peu n'importe comment, parce qu'en gros, tu peux constituer ta petite pièce de théâtre. Tu te dis, bon, allez, ma pièce, je vais la jouer dans une salle fermée. Bon, le deuxième prologue, il correspond mieux parce que le premier, t'as une criée, donc ça fait un peu débile si c'est dans une pièce fermée. Donc, je vais plutôt prendre le deuxième prologue. Et puis, la conclusion, elle est bien, mais ça manque un peu d'épique, donc je vais plutôt faire un mélange de la conclusion et du dernier sermon du fou, puis comme ça fera un truc un peu plus marrant, un peu plus rentre dedans, et en fait tu peux comme ça composer ton propre texte de théâtre, et ça va influencer un petit peu le sens, mais en fait pas tant que ça. Donc c'est vraiment des formes différentes, tu as le même propos, mais ces formes différentes vont te permettre de t'adapter à différents contextes de représentation, on va dire. Donc du coup, voilà, t'as des textes comme ça où vraiment tu vois en fait que c'est vraiment une culture vivante. T'as des phénomènes de remploi, t'as des phénomènes de traduction, t'as des textes par exemple néerlandais qui ont circulé en Angleterre, donc dans des versions anglaises, qui reviennent en France par le biais de textes latins qui finissent dans des collèges français, enfin à Navarre, dans le collège de Navarre par exemple. Donc voilà, t'as vraiment un phénomène de circulation des textes, et t'as aussi un grand phénomène de circulation des images. Par exemple, la scène de la vérité qui jaillit, c'est un truc que tu retrouves dans les moralités, quoi. Donc, enfin, pas dans toutes, mais je veux dire, c'est un truc très courant. C'est pareil pour les scènes de danse macabre, c'est quelque chose que tu vas trouver dans beaucoup de moralités, dans beaucoup de mystères aussi. Des scènes de banquet, tu vas en trouver partout aussi. Enfin, voilà, donc c'est vraiment t'as un imaginaire et puis ça se recompose d'une pièce à l'autre, quoi.
Ok. J'ai vu Fac, ouais, que tu t'étais redémuté, donc vas-y, Oui. je te donne la parole. Oui, oui, parce que du coup, ça m'y a refait penser quand tu parlais du Moyen-Âge comme une société de spectacle. Mhm. Il y a un mécanisme qui a été pas mal identifié notamment dans les marginalia et dans tout ce qui est image entre guillemets parodique, en tout cas dans l'iconographie, dans les manuscrits, c'est le détournement de gestes ou d'images religieuses pour justement les vider de leur sens et en faire quelque chose à visée morale ou simplement pour l'amusement du public. Mhm. Et qu'il y a beaucoup de gestes religieux et beaucoup de gestes de type eucharistique qui sont repris dans ces images-là. Est-ce que tu trouves la même chose dans le théâtre, dans les textes humoristiques par exemple, parce que j'avais cru comprendre que la farce dénonçait pas mal les travers du clergé. Est-ce que justement il y a une reprise et une parodie de la liturgie, de certains gestes, de certains éléments, je sais pas, Ah est-ce que oui, est-ce que tu as trouvé des choses comme ça? oui, complètement. Enfin, dans les farces, par exemple, t'as une farce qui est assez drôle pour ça, c'est la farce de Martin de Cambrai, qui est une pièce que j'aime beaucoup, donc tous les ans mes étudiants la subissent. C'est une pièce de théâtre qui met en scène une femme adultère. Son mari en fait est devenu un petit peu suspicieux, il se rend bien compte que sa femme, Oui. voilà, elle est un peu bizarre quand même, donc il a décidé de l'enfermer chez eux quand lui n'est pas là pour la surveiller. Donc elle n'est pas du tout ravie parce que ça l'empêche de rejoindre son amant, surtout que l'amant en question, c'est le curé du village. Oui, je crois que je vois celle de laquelle il s'agit, oui. Voilà. Et c'est un texte qui est vraiment très drôle pour ça parce que tu as toute une sorte de cérémoniel en fait entre le curé et la femme. Puisque le curé en fait pour essayer de pouvoir quand même fréquenter Samy, et ben il va l'aider en fait à tromper son mari dans le sens non sexuel là pour le coup. C'est-à-dire qu'elle va lui dire bon alors écoute mon mari il est un petit peu colérique donc ce que tu vas faire c'est que tu vas te tenir près de la fenêtre et puis bon avec mon mari comme d'habitude on va s'enguirlander et à un moment comme d'habitude il va me dire ah mais que le diable t'emporte. À ce moment-là tu es costumé en diable, tu jaillis, tu me récupères sur ton épaule et tu te barres avec moi. Et ensuite, tu reviendras voir mon mari, tu essaieras de le consoler, voilà, donc avec des prières. Donc c'est à ce moment-là que tu as tous les gestes un peu parodiques. Tu essaieras de le consoler de façon à lui dire que voilà, c'est parce qu'il m'a pas cru qu'il m'a perdu. Et du coup, s'il prie très très fort Dieu, et il me retrouvera et puis ça repartira comme avant, quoi. Et donc, naturellement, le plan réussit du point de vue des amants. Donc, le mari est complètement roulé dans la farine. Et en fait, toute la scène où tu as les interactions entre le mari et le curé qui essaie de soi-disant le réconforter, en fait, tu as des gestes de bénédiction voilà, et qui sont en fait complètement vidés de leur sens. Tu as des encouragements à des prières un peu parodiques. Enfin, c'est vraiment un texte qui est assez drôle pour ça, quoi. Mais oui, ça se trouve en fait. Ça se trouve aussi dans les moralités, tout bêtement, parce que l'habillage liturgique est quand même assez présent dans les moralités. Par exemple, dans la moralité du limon et de la terre, qui est un texte sur lequel j'ai travaillé en master, t'as un personnage qui s'appelle Le Monde, qui en fait dénonce tous les abus de la mondanité, de la noblesse débridée, enfin voilà. Et tu as aussi dans la cour de ce personnage-là, donc tu as des allégories comme orgueil, avarice, luxure, voilà, donc ça c'est très très commun. Mais tu as aussi un personnage qui est le fou, et ce personnage, en fait, il a un habit de prêtre. Et en fait, pendant la pièce de théâtre, ce personnage-là va faire toutes sortes de mariages parodiques. Et en fait, notamment à un moment, quand Raison essaie de ramener à la raison toute la cour, justement, il va menacer de marier Raison avec un âne, en fait, en lui disant mais tu vois bien que personne t'écoute, allez, va te marier avec l'âne qui est dans le champ d'à côté, quoi. Et en fait, t'as les gestes cultuels qui entourent ça. Donc ouais, c'est repris, c'est repris. Et tout à l'heure, j'ai cru comprendre que quand tu parlais des textes que tu avais à disposition, que tu avais notamment des contrats pour les acteurs.
Il y a des contrats d'acteurs. Alors moi, je suis pas du tout spécialiste de ça, mais par contre, tu peux regarder sur, je crois que ça doit être sur Care. T'as 2 articles de Marie Bouaïc-Gironès qui travaillent spécifiquement là-dessus. T'as faire l'histoire de l'acteur au Moyen Âge. Celui-là, je suis à peu près sûre qu'il est sur Cairn. Et tu as aussi à qui profite l'auteur. Et celui-là, je sais plus s'il est sur Cairn, mais en tout cas, il est sur son profil Academia. Donc au pire, tu peux le trouver de ce côté-là. Mais voilà, Marie Bouaïc-Gironès, pour le coup, c'est elle la grande spécialiste. Donc là, je me place derrière ces travaux. D'accord. Alors, il va être temps de terminer ce MTES. Du coup, je tiens à te remercier. C'était vraiment quelque chose de très, une présentation très fournie, très dense. Mais on voit bien que t'es passionné par ce que tu fais, vu tout ce que tu en dis. Merci à vous pour l'accueil. Écoutez. Donc, on va dire au revoir à YouTube. N'oublie pas la cloche. Ça sert à rien la cloche vu qu'on fait un épisode tous les mois. Bonne soirée à vous. Nous ici, on va continuer la discussion sans enregistrement et à la prochaine.